Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Cédric Villani. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pour nous un invité un peu atypique, vous n'êtes pas véritablement un homme politique puisque vous êtes mathématicien, un mathématicien de renommée internationale. Vous avez reçu en 2010 la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel de maths. Vous dirigez aujourd'hui l'Institut Henri Poincaré, qui dépend de l'Université Pierre et Marie Curie. Vous enseignez à l'Université de Lyon. Et alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous êtes candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription de l'Essonne, sous la bannière de La République En Marche, qui est donc le parti du président Macron. Donc vous êtes scientifique, mathématicien de renommée internationale et candidat à la députation. Donc tout cela fait de vous un candidat absolument atypique, absolument extraordinaire, peut-être significatif de la nouvelle génération que le président Macron souhaite porter au pouvoir. On peut rajouter que vous êtes membre de l'Académie des sciences et également de l'Académie pontificale des sciences. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et enfin, vous êtes normalien et en même temps, oserais-je dire, vous êtes un véritable vulgarisateur dans l'âme. Vous n'hésitez pas à croiser les sciences avec les arts, le cinéma et la musique. Donc avec vous, on va parler de plein de choses, de politique, mais aussi de plein d'autres choses. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Sébastien Maillard pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron Bonjour. pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. C'est Sébastien Maillard qui vous pose la première question. Oui, Cédric Villani, Frédéric Mounier l'a souligné, vous êtes nouveau en politique. Peut-être vous venez de ce qu'on appelle cette société civile, c'est une expression que maintenant on n'a pas trouvé mieux comme mot, mais en tout cas, vous incarnez cette société civile. Comment est-ce que concrètement, pour commencer par une question très terre à terre, comment est-ce qu'on fait une campagne lorsqu'on n'en a jamais fait de sa vie? Comment est-ce qu'on commence sur le terrain? Maintenant, vous êtes investi aux législatives dans l'Essonne. Comment est-ce que vous y prenez concrètement? Parce que c'est un nouveau métier pour vous. Absolument, un Cédric Villani. nouveau métier, nouvelles compétences. Il y a une campagne à mener. Comment on fait en pratique? Alors, comment vous plongez là-dedans? On se plonge là-dedans d'abord en écoutant les conseils qui sont prodigués par le mouvement, par le quartier général. Ils vous ont formé Il y a une journée de formation et des conseils, ça a été très bien fait, ils ont bien fait les choses comme il fallait. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et c'est peut-être même par là qu'il faut commencer, trouver dans son réseau, dans ses proches, les personnes qui vont vous soutenir. Et en l'occurrence, d'abord la simple annonce de ma candidature a fait que j'ai reçu des messages de mes proches ou même d'autres que je ne connaissais pas, désireux de soutenir. Parmi eux, j'ai fait appel à l'un de mes proches que j'ai connu dans les cercles militants européens, qui a déjà dirigé plusieurs campagnes, qui est extrêmement calé en politique internationale, politique nationale. Et tout de suite, il s'est présenté, je veux bien être ton directeur de campagne. Et ça permet d'avoir un directeur au fait expérimenté. Donc vous le rappelez, vous êtes militant européen, on en reparlera, mais c'est très Militant important pour vous. voilà. Et c'est l'un de vos liens avec le président Macron. C'est l'un de mes, c'est même le premier lien. D'accord. Romain Mazneau, RCF. Est-ce que vous partez avec l'idée de vous fondre dans un moule ou est-ce qu'au contraire, vous voudriez changer des choses dans la manière de faire de la politique? Et si oui, quoi? Cédric Villani. Je pense qu'En Marche a été instauré pour faire la politique différemment, avec un certain nombre de grands principes et beaucoup axé sur les valeurs, la compétence, le mérite et l'idée d'être réunis tous différents derrière des objectifs communs. Je pense que c'est un mouvement atypique et je suis l'un de ces nombreux atypiques. Il se trouve qu'hier, on a fait une conférence de presse pour tous les investis de l'Essonne. On était 9 investis du mouvement. On a vu qu'on était tous avec des compétences diverses, 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Plus de la moitié, c'était leur premier engagement politique. Et toutes sortes et plus de la moitié donc avaient des métiers très divers. Et on avait tous ce côté un peu atypique, si on veut. Sur la manière de faire de la politique, sur la moralisation de la vie publique, par exemple, on sait que ça va être un des grands chantiers. Est-ce que vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur? Ça me tient énormément à cœur d'agir dans cet engagement selon mes valeurs et ce que je crois. Quand vous venez de la société civile, c'est encore plus important. Vous ne connaissez pas les codes de la politique. Si vous commencez à vous prendre pour un politique, dans le sens un peu péjoratif du terme, en train de chercher des billards à 3 bandes, des combinaisons, vous partez perdant. Et puis, il y a un risque d'image. Quand les gens, s'il y a un tel appétit de la société pour cette image
de renouvellement de la politique avec des gens qui ne sont pas des politiques de carrière, c'est bien parce qu'ils apprécient ce côté sincère. Alain Baron, Radio Souvent, Notre-Dame. les personnes qui se lancent la première fois dans la politique disent que ce milieu est très violent. Est-ce que vous avez ressenti cette violence ou pas encore ? Est-ce que vous êtes prêt à cette violence, Cédric Villani? On se prépare à la violence, on se prépare et on y réfléchit. En même temps, on se dit que si on agit selon ses convictions et qu'on surtout le regard de ses proches, des gens en qui on a confiance et qui vous font confiance, alors on est prêt à y aller. Oui, il y aura forcément une certaine violence. On a vu que cette campagne a été la plus violente, verbalement en tout cas, du dernier demi-siècle, La la campagne campagne présidentielle. Mhm. Mais en même temps, si j'ose dire, c'est celui qui s'est affiché comme le candidat le plus bienveillant qui, à l'arrivée, a été élu. Ça, c'est extrêmement rassurant. Et donc vous serez bienveillant? Moi, je serai bienveillant. D'accord. Oui, on a beaucoup parlé effectivement de la violence de cette campagne, mais aussi le fait qu'un des grands dangers, c'était effectivement le Front National. Est-ce que c'est ça qui a motivé votre engagement en politique? Vous avez dit on ne peut pas laisser faire ça, ou c'est l'Europe? Cédric Villani. Front National a été voir la montée du Front National et plus généralement les populismes en Europe a été un élément important. Mais le sujet européen a été la première motivation de mon engagement. C'est mon engagement depuis 2010, depuis que j'ai fait partie d'ailleurs de la première promotion de jeunes leaders européens organisée par le think tank Europa Nova. C'est un combat qui me tient à cœur pour plusieurs raisons, et en particulier parce que je pense que l'avenir de la France se passe en Europe, que c'est dans le cadre d'une Europe plus large, qui protège, qui est prête à prendre de grandes décisions et de grandes positions par rapport aux grands conflits mondiaux, par rapport aux grands lobbies mondiaux, aux grands intérêts. C'est là que se situe notre avenir. Et quand j'ai vu arriver En Marche avec un très fort appétit pour la cause européenne et l'amélioration de la construction européenne, ainsi qu'une volonté de dépasser les clivages, je me suis dit que c'était le mouvement que j'attendais. Que sinon, vous n'aurez pas pensé faire de la politique autrement? Sébastien Maillard. Ça m'est arrivé de m'engager politiquement. Vous êtes engagé aux côtés de Anne Hidalgo pour les municipales de Paris, c'est bien J'étais ça? président du comité de soutien d'Anne Hidalgo. Voilà. Et d'ailleurs, dans mon discours, dans mon premier discours public en tant que président du comité, j'ai bien insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un soutien à la personne et non au parti, que je me considérais comme ni droite ni gauche, et que... Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, ni droite ni gauche ni centre. J'avais même profité de l'occasion pour caser une référence culturelle à un chanteur que j'adore, Henri Tachant. Ah oui, qui a ça ne nous une rajeunit petite, pas, dites-moi. Voilà, mais... Henri Tachant. Vous savez, Oui, alors allez-y. Oui, ni gauche, ni droite, ni centre, je suis seul sur le ring. C'est un des textes de Tachant où il parle justement de sa volonté de se battre avec son cœur. D'accord, et ça vous tient à cœur. Sans se retrouver pris dans une idéologie. Anne Hidalgo ne vous en a pas voulu parce qu'on sait qu'elle était opposée à Emmanuel Macron. Oui, j'ai revu Anne Hidalgo plusieurs fois par la suite. Nos relations sont excellentes et en particulier, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous avons beaucoup à faire ensemble. Pour le Vous parlez comme un vrai scientifique. politique, Cédric Oui, Villani. en plus c'est vrai. Et Voilà. je suis dans son conseil stratégique. Oui. D'accord, donc vous n'avez pas rompu les liens avec elle. Alain Absolument Baron, pas. Radio Ce qui est Notre-Dame. amusant, c'est qu'au municipal de Paris, vous avez soutenu Hidalgo contre Madame NKM, et qui, en fait, on disait beaucoup qu'elle était Macron-compatible, NKM, qu'elle pouvait même faire partie d'un gouvernement. Elle-même implantée dans l'Essonne. Elle-même, Il faut le rappeler. quels sont vos rapports Cédric avec Villani. Madame Kosciusko-Morizet? Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, ça nous est arrivé de nous recroiser. Disons que nous n'avons pas abordé le sujet passé et que, je pense, elle, comme moi en tout cas, on considère que c'est de l'histoire ancienne, les municipales. Et il ne s'agit pas de continuer en avant derrière cet affrontement éphémère que nous avons eu. Romain Basedow, merci. Alors, dans ce nouveau gouvernement, il y a seulement, si j'ose dire, 2 ministres, les Républicains, mais avec des postes clés, des périmètres très larges. Est-ce que c'est suffisant pour fissurer un peu plus les Républicains ? Vous parlez des Villani. ministres républicains qui sont dans le gouvernement, mais il faut aussi évoquer Édouard Philippe, le Premier ministre, qui qui est très emblématique. Je vous rappelle qu'il était pressenti pour être le Premier ministre d'Alain Juppé en cas d'élection de ce dernier. Donc là, je dirais que c'est emblématique. Vous voyez des profils comme Philippe, comme Le Maire, droite dynamique,
jeunes, avec une image de grande ouverture. Je pense que c'est un signe très fort d'un rassemblement qui, contrairement à ce que certains adversaires voulaient faire croire, n'est pas que à gauche. C'est un vrai rassemblement, centre-droit, centre-gauche, centre, tropisme Pour vous, européen. il n'y a pas de doute, la recomposition est vraiment en Moi, marche. je crois que la recomposition est vraiment en marche et la composition gouvernementale qui a été annoncée, avec non seulement ses équilibres, mais aussi une forte part de personnages de la société civile, tous employés dans leur domaine de compétences, ça va être pour nous, candidats sur le terrain, un excellent argument pour convaincre les électeurs indécis qu'on n'est pas en train de trahir les promesses sur lesquelles En Marche a été fondée, et pour les convaincre d'adhérer. Sébastien Maillard, la Croix. C'est justement là-dessus que vous devez convaincre. Enfin, quand vous avez commencé à faire campagne là, sur le terrain, on vous interpelle sur quoi? Est-ce qu'on vous demande, vous êtes de gauche, de droite? Qu'est-ce que vous disent les vrais gens dans l'Essonne? Les vrais gens, d'abord, Villani. la première réaction, souvent, c'est la curiosité. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous vous engagez? Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a beaucoup de sympathie pour la démarche société civile qui s'engage en politique, avec l'idée d'apporter des compétences nouvelles à l'Assemblée nationale et l'idée de s'engager par conviction plutôt que par un calcul d'appareil. Donc ça, j'ai vu que cette image société civile avait beaucoup de sympathie. Et ensuite, les critiques qu'on a pu entendre ici et là sur le terrain par certains, c'était est-ce qu'En Marche, c'est pas un faux nom pour en fait un parti de gauche dans lequel on va retrouver beaucoup d'anciens militants du Parti socialiste? Et on répétait sans cesse non, c'est aussi ouvert, bien sûr, aux anciens élus de droite qui font la démarche. Là, le gouvernement soutient ce discours de façon très forte et, je suis sûr, va être un argument considérable. D'ailleurs, les sondages qui viennent de sortir sont excellents et je pense qu'ils vont être encore meilleurs dans les jours qui viennent. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, certains parlent d'un ovni gouvernemental pour qualifier l'équipe présentée hier. Vous qui êtes scientifique, ça vous plaît, les ovnis, bien sûr? Moi, je pense que Cédric Villani. on est dans un temps d'innovation. L'innovation est un sujet qui m'est très sensible. Ici, on est sur de la vraie innovation politique. Le gouvernement qui vient d'être publié et d'être nommé, il ne ressemble à aucun autre. Le président qui a été élu ne ressemble à aucun autre. Et c'est vraiment un symbole et une manifestation de ce qu'on va changer. Alors, changer de logiciel, comme on entend souvent, mais c'est vrai. Après des décennies où les thèmes, c'était passer de la droite à la gauche à la droite, ou alternance, c'était un mot-clé qui était employé comme argument de C'est campagne. un mot qu'on n'entend plus ces jours-ci. C'est un mot qu'on n'entend plus Oui. maintenant, c'est aller de l'avant. Et le slogan, le nom En Marche, résume bien cela. Romain Masneau, RCF. Est-ce qu'il y a des points communs entre les mathématiques et la politique? Il y a certains sujets qui se traitent bien, certains sujets politiques qui se traitent bien en mathématiques et qui montrent aussi toute la complexité de la chose. Par exemple. Je pense au sondage, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire un échantillon représentatif? Oui. Comment est-ce que vous vous arrangez avec le fait que les sondés parfois ne sont indécis, parfois ne disent pas ce qu'ils pensent, ou ont honte d'avouer leurs préférences, mais aussi comment vous arrangez avec les barres d'erreur. Il y a toutes Donc sortes l'incertitude. d'incertitudes. Inexact. Oui. 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 C'est un sujet qui est renouvelé actuellement par les analyses de grandes données, big data comme on dit, Oui. qui dans certains cas donnent des résultats remarquables et dans d'autres cas se sont plantés, pour parler populairement. On l'a donc vu là aussi sur cette élection, on l'a vu aussi avec auparavant des grands événements comme l'élection de Donald Trump ou le Brexit, où les sondages classiques ont été mis en défaut et où certains instituts de grandes données sont arrivés à tirer leur épingle du jeu avec des recettes qui ne sont pas publiques. Et puis un autre sujet fascinant entre mathématiques et politique, c'est la question de l'organisation du scrutin. Oui. Et certains vont vous dire, par exemple, une situation qui peut être vue comme choquante et qui se produit de temps à autre, qui s'est produite plusieurs fois dans nos élections présidentielles récentes, c'est celle dans laquelle un candidat, comme l'indiquent les sondages, un candidat est préféré à n'importe quel autre. Oui. C'était le cas de François Bayrou il y a quelques années. Dans un duel contre n'importe quel autre candidat à la présidentielle, il l'aurait emporté, mais ne parvient pas au second tour et donc n'a même pas la possibilité de disputer la finale de cette élection présidentielle. Ça est des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de système de scrutin pour que quand un candidat qui fait l'unanimité relative contre n'importe lequel existe, ce ne soit pas lui qui soit finalement élu? C'est une réflexion qui remonte à Condorcet. Et on appelle le paradoxe de Condorcet tous ces résultats
étonnants, surprenants et qui viennent s'inviter quand on discute de Peut-être un l'organisation peu du scrutin. d'instillation de proportionnel, comme on dit, ça va résoudre le problème que vous évoquez. Certains parlent Mathématiquement, je veux dire proportionnel Non. peut-être une solution. Certains parlent aussi de voter pour plusieurs candidats. En ce moment, Mhm. en République tchèque, il y a un de mes amis qui est un mathématicien militant très engagé dans la vie publique et mécène qui promeut un système démocratie 21, je crois de mémoire ça s'appelle, dans lequel les électeurs peuvent voter pour plusieurs candidats. Ah. Avec aussi des points négatifs quand il y a un candidat qui vous Avec des notes, repousse peut-être réellement. Pas des D'accord, notes, bon. mais avec une pondération, disons, vous pouvez apporter D'accord. des voix doubles. Donc il y a encore des innovations à faire. Il y a encore c'est des ça innovations à faire. Et il vous Mhm. explique, expérience à Très l'appui, que ça a un pouvoir de stabilisation important et que ça évite, ça garde contre les extrêmes. Très bien, alors on a encore beaucoup de questions à vous poser, Cédric Villani. Je rappelle que vous êtes mathématicien, vous avez reçu la médaille Fields en 2010 et vous êtes aujourd'hui candidat aux élections législatives dans l'Essonne avec le mouvement Les Républicains en marche, le mouvement du président Macron. Nous allons marquer une première pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le mathématicien Cédric Villani, qui est candidat dans l'Essonne aux élections législatives, investi par le parti La République En Marche, le parti du président Macron. Cédric Villani est interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Sébastien Maillard pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, la nouvelle ministre des Sciences s'appelle Madame Vidal, je crois. Elle est encore pas très connue du grand public. Vous la connaissez J'ai eu l'occasion de rencontrer Cédric Madame Villani. Vidal. J'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Vidal à Nice. Je garde le souvenir d'échanges constructifs, francs, et c'est une présidente d'université qui a laissé la marque de quelqu'un de pragmatique, efficace, ouverte. Je me réjouis de ce que ce soit une présidente d'université qui se choisit à ce poste. C'est très important pour la communauté de se sentir vraiment représentée. Alors qu'est-ce que cette communauté attend justement Et cette communauté attend du respect, elle attend un accompagnement dans une suite d'une transition vers l'autonomie qui continue à poser un certain nombre de problèmes. C'est ça l'objectif. Oui, entamé sous le gouvernement, sous le ministère de Valérie Pécresse, un processus qui a été continué dans la suite, un processus important parce qu'on ne pouvait pas imaginer raisonnablement que l'État allait pouvoir continuer à diriger la vie de l'ensemble, à piloter de haut la vie de l'ensemble du monde universitaire. Et donc il y avait ce besoin de déconcentration et de donner aux acteurs locaux beaucoup plus de pouvoir. Ça a commencé avec Valérie Pécresse, avec la fameuse loi sur la LRU, la loi qui s'occupait de réformer la gouvernance des universités. D'accord. Et c'est un processus qui continue. Donc il faut poursuivre ça. Et je vais ajouter quelque chose d'important aussi. Madame Vidal a été nommée sur un ministère de plein exercice. Le mandat précédent, celui qu'avait Thierry Mandon, Geneviève Fioraso, très compétents par ailleurs, mais c'était des mandats de secrétaire d'État, avec finalement une dépendance par rapport au ministère. Donc ça, c'est un signe nationale. important pour vous. C'est un signe très important. D'accord. Sébastien Maillard, La Croix. Un mathématicien de votre niveau pourrait faire carrière aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous retient en France et comment faire pour empêcher cette fuite de cerveau qu'on observe dans les milieux scientifiques? Un mathématicien reconnu, comme je le suis, pourrait faire carrière aux États-Unis avec un salaire qui serait le triple ou le quadruple de celui qu'il est en France. Et à 30 ans, j'avais déjà des offres de l'université Stanford ou d'autres grandes universités. C'est une question que je me suis posée. Et d'ailleurs, j'ai passé du temps aux États-Unis. J'ai été en poste de professeur invité pour des semestres à Atlanta, à Berkeley, à Princeton. Et Vous avez j'ai hésité à rester là-bas? J'ai hésité aussi, les conditions étaient très bonnes, Oui, puis on peut une ambiance imaginer. de facilité et beaucoup moins de Alors, contraintes administratives. Qu'est-ce qui vous a fait revenir en Et France? puis j'ai décidé et j'ai conclu que j'étais vraiment français, que c'était mon cadre de vie, mon environnement, qu'il y a des petits détails comme la qualité de la vie, de la nourriture, des transports. Le fait aussi que, vous savez, aux États-Unis, ça fait rêver, mais tout ce qui est public a tendance à se dégrader au profit de tout ce qui est privé. Vous avez un délitement aussi d'ensemble des problèmes graves de liens sociaux. Finalement, en France,
je sais bien qu'il y a beaucoup de difficultés sociales en particulier, mais globalement, on s'y sent bien, on s'y sent mieux que L'exception dans la plupart des française pays. L'exception existe. française, Il c'est faut retenir les une chercheurs. réalité. Il faut faire des choses pour retenir Et les puis, chercheurs. je me suis dit aussi, quand il s'agit de revenir en France, je vais avoir des responsabilités administratives, je vais pouvoir me lancer dans des projets. J'ai pris la direction de l'Institut Henri Poincaré. Ça a été l'occasion aussi de me lancer dans une grande aventure de communication scientifique auprès de tout le public, de démarrage de projets. En France, il y a un vrai respect pour le scientifique à tous les niveaux. Les politiques vous respectent, les intellectuels vous respectent, le public vous respecte, c'est important. Donc vous êtes bien en France. Je suis bien en France. Très bien. Romain Masneau, RCF. Donc vous avez des mots très laudateurs pour parler de la recherche en France, mais il y a aussi une forte précarité quand même. Il y a le mouvement Science en Marche qui avait émergé en 2014-2015 pour dénoncer aussi ce budget qui a pratiquement pas bougé depuis 2012 de la recherche et du développement. Est-ce que ça doit faire partie des priorités en matière de recherche dans les 5 années qui viennent? Cédric Villani. Je pense qu'il va falloir se lancer dans de grands projets en sciences. J'ai participé à l'élaboration du livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche qui avait été coordonné par Bertrand Montubert sous le dernier ministère et où nous étions attachés à faire une cartographie des différents besoins, à parler du futur. Mais est-ce qu'il y a de l'argent, Cédric Villani? Et ça, c'est une Pour financer question tout qu'il ça. faudra adresser aussi au ministère du Budget. En tout cas, nous avions estimé que des investissements de l'ordre du supplémentaire, de l'ordre du milliard annuel, permettraient d'avoir de vraiment donner à la France Un petit la milliard, place c'est ça qu'elle l'objectif. Voilà. Alors, vous vous souvenez peut-être d'une séquence l'an dernier où, avec quelques autres quelques scientifiques très reconnus, nous étions allés protester officiellement et nous avions adressé une lettre ouverte au président Hollande à la suite d'une baisse de crédit subite qui avait été décidée. C'était je ne connaissais plus les ordres en tête, mais c'était des centaines de millions, peut-être 500, 800 millions. Et nous avions rapidement obtenu gain de cause en faisant ressentir par l'ampleur des réactions combien c'était important pour tout le monde, pour les citoyens français. Donc vous avez que bon espoir la cette France ait fois-ci. les moyens. Il faut de Et moi, j'ai bon de l'argent espoir. français Sébastien ou de Maillard. l'argent européen aussi? Il faut de l'argent français, il faut de l'argent européen, il faut aussi avoir un investissement privé suffisant dans la recherche et le développement. On a en tête, bien sûr, le réflexe français, c'est que c'est à l'État d'assurer ce genre de fonction. Mais quand on fait des comparaisons, par exemple, quand vous comparez avec le voisin allemand, en termes d'investissement, on voit que la structure de l'investissement privé, industriel dans la recherche et le développement est bien plus importante. Donc en Et même nous avons temps, à du public progresser et du aussi. privé. Absolument. Les deux. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on sait que l'école française des mathématiques est réputée et reconnue dans le monde entier. En revanche, les jeunes Français souvent sont rebutés par cette matière qui est souvent austère. Comment faire pour rendre populaire les Ouais. maths? Cédric Villani. Grand sujet, c'est une question qu'on me pose presque tous les jours. Comment faire pour Donc vous rendre avez la populaire réponse. les mathématiques? On vous écoute. Et ce que je dis d'habitude, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple. Oui. Je pense que effectivement, il y a un criant contraste entre le niveau d'excellence de la recherche mathématique française et les difficultés au niveau de l'éducation, en particulier au niveau du collège, mais même dès l'école primaire. Est-ce que les profs sont suffisamment formés? Est-ce qu'il y a Alors, suffisamment de c'est ça, candidats au ça, CAPES? c'est le Est-ce mot-clé, Oui. mot-clé, les enseignants. Mhm. Et le réflexe français habituel par rapport à une telle situation, c'est de dire il faut changer les programmes. Mais ce n'est pas ça la vraie solution. La vraie solution, c'est les enseignants, c'est la motivation des enseignants, le recrutement des enseignants, la formation des enseignants, le mouvement des enseignants, la qualité de vie des enseignants, le sentiment qu'ils auront d'être écoutés, d'avoir les moyens de mener leur action. On sait aussi avec les comparaisons internationales que les pays dans lesquels ça marche le mieux, souvent des pays dans lesquels les enseignants ont un peu les coups des franches, où on leur fait confiance Autonomie, pour le mot une que vous certaine avez déjà autonomie prononcé. pédagogique et une façon Oui. aussi de l'établir les uns avec les autres. Les chiffres de recrutement au CAPES ces dernières années ont été mauvais. C'est arrivé qu'on ait seulement 50% de taux de recrutement. Donc il n'y a pas Avec suffisamment de candidats. Pas suffisamment de candidats. Il faut rendre le métier d'enseignant plus attractif. Comment Ça De veut quelle dire façon? mieux formé. Ça peut être aussi, alors en Angleterre,
la solution a été réglée avec des options économiques qui correspondent bien avec la tradition anglaise, c'est-à-dire ils ont augmenté les salaires des enseignants de mathématiques et pas des autres, en disant on a un vrai problème en mathématiques, alors on va l'augmenter. Je ne suis pas sûr que la France est prête à avoir des notions de salaire différenciées d'une discipline à l'autre, mais il faut voir aussi la situation. Quelqu'un qui se débrouille en mathématiques aujourd'hui, à une époque où les besoins en mathématiques des entreprises sont plus élevés que jamais, peut d'habitude très facilement trouver un métier dans le privé qui sera souvent mieux payé et plus simple que le métier d'intérêt public extrêmement important, que le métier qui est celui d'enseignant, oui. mais qui est difficile. Et pour vous, les programmes Sébastien sont Maillard. bien comme ils sont, on n'a pas besoin de les remettre en chantier. Le fait d'apprendre la géométrie à tel âge ou tel autre, pour vous, la situation actuelle est satisfaisante? Cédric Villani. Je pense que les programmes sont perfectibles. À titre personnel, j'aimerais qu'il y ait davantage de géométrie. Je me souviens de la géométrie comme de la discipline qui m'a permis de comprendre ce que c'est qu'une démonstration, qui m'a permis d'entrer dans le cœur du sujet. Pourquoi ? Parce que vous êtes avec la géométrie, vous jouez avec des éléments assez simples, vous devez les arranger. Il y a un côté visuel aussi. C'est un très bon support à l'intuition. Ce n'est pas un hasard si les démonstrations sont développées d'abord avec Euclide, bien sûr, et ses contemporains, ses prédécesseurs, autour de la géométrie. Mais se lancer dans un grand chantier de refonte des programmes, ça va durer longtemps, ça va détourner les objectifs. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est le côté ressources humaines. Formation, organisation humaine, autonomie. souplesse, gouvernance locale, et puis aussi des choses aussi simples que les horaires. Le premier facteur qui va influer sur le niveau dans une discipline, c'est les horaires qu'on leur alloue. Mais si vous n'avez pas d'enseignants, vous ne pouvez pas augmenter les horaires. Romain Masneau, RCF. Emmanuel Macron a beaucoup parlé de la formation continue pendant sa campagne. Comment on peut faire pour qu'il y ait moins de gaspillage et que cette formation profite à ceux qui en ont vraiment besoin? Cédric Villani. Oui, Emmanuel Macron a parlé grand chantier. de formation dans tous les sujets. Et aussi, il a insisté là-dessus dans la façon d'aborder le chômage, avec l'idée que quand vous êtes chômeur, on ne peut pas juste se contenter de vous dire « voici une offre d'emploi, vous la prenez pas, à vous de voir ». Il faut aussi vous trouver des formations et vous donner des clés pour rebondir avec de nouvelles fonctions. Comment on en est loin pour l'instant, on en est loin. On sait bien que le système... On en est loin. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a tout un enjeu. Et la gouvernance de la formation, je pense, est clé. Il ne s'agit pas de le faire de façon dogmatique, pas de le faire de façon trop carrée. Il faut le mettre en place. Là, c'est pareil, tout le réseau d'expérience humaine qui va apprécier la qualité de la formation. Il y a un exemple que j'ai pu discuter récemment. Je me souviens, à l'occasion des 60 ans du traité de Rome, on était beaucoup à se retrouver à Rome, justement, pour des discours, pour des conférences. J'avais un discours à faire devant le vice-président de la Commission européenne, dont le fond de métier, dont la spécialité, ce sont les questions numériques, qui a été Premier ministre de l'Estonie. Et on parlait, donc, il y avait beaucoup de discussions sur les questions de formation au numérique. Et on voit qu'il y a quelque chose de un peu pathétique quand on voit qu'il y a beaucoup de formations organisées par les gouvernements, ici et là, qui ont des résultats minuscules par rapport aux résultats qu'obtiennent les grands acteurs privés quand ils s'y mettent. Quand Google ou quand donc il faut s'inspirer. Voilà. Et ils font une formation sans critères dogmatiques, avec des critères de résultats efficaces, et ils y arrivent. Il faut voir les choses objectivement. Donc il faut s'inspirer de ce qui marche. Il faut s'inspirer de ce qui marche. Formation, c'est quelque chose qui doit être pragmatique. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on a parlé tout à l'heure de la nouvelle ministre des Sciences. Votre nom aussi avait été évoqué pour ce poste. Si vous aviez été en fonction, quel aurait été votre premier geste ou votre première mesure? Cédric Villani. Une première mesure. Waouh, vous me prenez. Allez, vous y avez pensé un peu quand même. Au dépourvu. Il y a d'abord. Sur les échelons, c'est entre la campagne dans laquelle je suis en tant que député, en tant que candidat à la députation, m'amène à penser chaque jour au problème comment concilier enjeu local, enjeu national. Un problème, c'est le fond du métier de député, au fond. Vous êtes là pour voter les lois, contrôler l'action de la nation, tout en ayant en tête
tout ce qui se passe sur le terrain, et les cas que vous avez vus sur le terrain enrichissent votre vision de ce qui va falloir discuter et voter. Et si on pense national, local, Essonne, science, il y a quelque chose qui vient tout de suite, c'est le projet de développement du plateau de Saclay, qui est emblématique justement. Qui est controversé en ce moment. Emblématique, controversé. Oui. Il y a un grand rassemblement à faire, il y a la question... c'est le projet d'une Silicon Valley à la française. Et puis pourquoi on veut faire ça, mais aussi on voit que ce développement scientifique, ce n'est pas qu'une question de science, c'est aussi une question d'aménagement du territoire, parce qu'il nous faut des commerces, il nous faut des entreprises qui viennent, des start-up qui vont venir s'installer. Donc c'est ça que vous souhaitez combiner. Il y a une question de cadre de vie. Vous savez, Oui. la science, ça se fait bien quand le cadre de vie est bon, quand les étudiants sont heureux, quand il y a la bonne restauration. Une question de mobilité locale et puis mobilité de transport. Il y a le célèbre RERB avec toutes les difficultés qu'on connaît. Il y a des projets de nouvelles lignes de métro. Et donc la science, c'est aussi très terre à terre. Hein. Voilà, Ouais. c'est terre à terre, et c'est ça aussi un message important. Et je pense que, je ne sais pas quel aurait été le premier geste, mais ce projet, il était idéal pour parler de grands enjeux nationaux, de rayonnement international, de développement, de prestige de la France et de qualité de la recherche, et en même temps que la nécessaire imbrication des sciences avec tout ce qui est acteur local, acteur de terrain, problématique de cadre de vie, problématique de terrain. Sébastien Maillard, La Croix. Une question J'ajoute peut-être. aussi, parce que Cédric Villani. je pense aussi, développement scientifique, développement économique qui va avec le plateau, et bien sûr, respect de l'environnement qui va avec. Et à une époque où la science et l'environnement sont plus liés que jamais, à une époque aussi où on voit que Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont souhaité mettre très en avant les responsabilités de l'écologie, c'est un sujet qui est indissociable. Et on rappelle que cette région de Saclay, de la vallée de Chevreuse, est l'un des poumons verts de l'Île-de-France. Une dernière question, Sébastien Maillard, La Croix. Oui, on sait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Comment faire en sorte que les chercheurs, je pense pas forcément aux mathématiciens, mais dans les domaines où se posent des questions éthiques sensibles en biochimie, comment faire en sorte que répondre aussi aux questions éthiques que soulèvent leurs découvertes. Je pense à toutes les manipulations génétiques qu'on peut avoir. Est-ce que ça aussi c'est un problème de député où vous aurez aussi à voter selon votre conscience? Oui, il y a un grand... Cédric Villani. Il y a un grand chantier qui a été annoncé comme prioritaire, c'est celui de la moralisation. Le fait que François Bayrou ait été nommé garde des Sceaux est aussi la marque forte de ce que ce sujet sera pris extrêmement à cœur. Alors là, il s'agit de la moralisation de la vie publique, mais la question portait sur les questions éthiques. Voilà. Alors évidemment, derrière tout ça, PMA, il y a GPA, la etc. morale, Voilà. il y a l'éthique. Alors, Il y a l'éthique qui est souvent faite de dilemmes et de choix douloureux à trancher. Et je pense que c'est un sujet qui va de plus en plus être intégré dans les formations à une époque où effectivement il y a de plus en plus de possibilités qui viennent avec les sciences, liées à la génétique, liées aussi au développement de l'algorithmique, liées à la biologie de synthèse et tout ce que vous voulez. Qui dit beaucoup plus de pouvoir, dit aussi beaucoup plus de danger. Et de évidemment, responsabilité. ça vient toujours avec, et de responsabilité. Je suis persuadé que bientôt, l'éthique de l'algorithme sera un sujet qui viendra dans les formations. ces algorithmes qui nous gouvernent. Ces algorithmes qui nous gouvernent, qui peuvent faire Silencieusement. beaucoup de choses et qui, parfois, nous rendent la vie facile, Oui. parfois nous sapent sans qu'on en ait conscience. Voilà. Le tissu social, le tissu démocratique, la Ça, vous volonté êtes de conscient dialogue. de ça, de ces On est risques-là, conscient de en ça. tant que J'en profite scientifique. pour faire de la publicité pour un ouvrage très marquant qui vient de sortir à ce sujet et qui Weapons of Math Destruction, pas Mass Destruction, mais math comme mathématiques, de Cathy O'Neill. Les armes de qui- destruction mathématique, on peut traduire oui, ça et comme qui ça parle de... C'est un ouvrage Oui. à charge contre l'algorithmique. Donc là, il y a un fait danger. Par une experte. C'est un ouvrage à charge qui dont le parti pris est de montrer le côté négatif. Alors, bien qu'est-ce sûr. qu'on peut faire? Et Est-ce qu'on ce peut qu'on former peut faire, c'est sensibiliser les choses, former et justement en parler que ce soit Oui. transparent. Un algorithme bien utilisé ou mal utilisé, ça change tout. Par exemple, c'était une expérience américaine. Oui. Allez, améliorons la qualité de notre éducation. Tout le monde est d'accord jusque-là. Notons les enseignants de façon objective, avec un algorithme qui va faire ça, plutôt qu'avec un être humain qui va avoir tendance à noter en fonction des affinités ou de si la personne applique la même méthode ou qui sait quoi. Alors, Ça a été fait avec des méthodes modernes de big data, mais
mal appliqué, avec un algorithme pas contrôlé, qui a donné des résultats délirants, et finalement, les enseignants qui se sont retrouvés éjectés, c'était les meilleurs. Et vous voyez comment... Donc attention. Attention. Vous êtes Et attentif à ça. De ce genre de choses, il faut parler. Et il y a de grandes responsabilités qui viennent avec les grands pouvoirs de la science. Bien sûr que les dilemmes éthiques vont être de plus en plus importants, et on le voit. On le voyait aussi dans la dernière... J'étais à la dernière conférence TED à Vancouver, là où le gratin du monde de l'entreprise, de la technologie internationale se retrouve. On n'a jamais autant parlé d'éthique que dans cette conférence, et de grands dilemmes, mais aussi de grands enjeux. Le pape François il y avait un enregistrement du pape François, il a été ovationné, acclamé Par les scientifiques. Par les scientifiques. Bon, et par les écoutez, vous nous scientifiques et rassurez. tout ça. Alors, on a encore beaucoup de questions à vous poser. On va marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle que notre invité aujourd'hui est Cédric Villani, mathématicien et candidat à l'élection législative pour le parti du président Macron, La République En Marche, dans l'Essonne. Vous restez avec nous. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Cédric Villani, mathématicien et candidat pour le parti du président Macron, le parti La République En Marche, candidat aux élections législatives dans l'Essonne. Il est interrogé par Sébastien Maillard pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. On parlait du pape François à l'instant. Dans une interview il y a quelques mois, vous avez dit que pour vous, le pape François était l'homme politique le plus inspirant. Je voulais savoir en quoi il va vous inspirer dans votre nouvelle vie politique. Et je précise, Cédric Villani, que vous êtes membre de l'Académie pontificale des sciences. Allez-y. Absolument. J'en profite pour parler de cette expérience à l'Académie pontificale. J'ai été élu l'an dernier. J'ai participé pour la première fois aux travaux de l'Académie il y a quelques mois. Et c'est une académie de très haut niveau scientifique qui abonde en prix Nobel, dans laquelle les discussions sont toujours dans l'actualité, très pertinentes, très ouvertes, grande liberté de ton. On a parlé de changement climatique, on a parlé d'organismes génétiquement modifiés, on a parlé d'intelligence artificielle. Tous les sujets sont abordés. Tous les sujets sont abordés. On peut préciser que vous-même n'êtes pas croyant. Je suis moi-même agnostique, C'est absolument. Ça. Et cette académie est un très bel exemple de tolérance et de dialogue. Toutes les grandes religions y sont représentées et le président est un protestant. C'est vraiment une institution qui gagne à être connue et qui se situe au plus haut niveau. Donc la question portait sur le pape François. Ouais. Le pape François, oui. Le pape François, il incarne une action d'homme politique généreuse, extrêmement ouverte, conscient de ses valeurs et de ses convictions, et très au fait de la science. Ah oui. On a vu, et c'est vraiment... je pense, pour beaucoup de scientifiques, c'est la première fois qu'ils se sont intéressés à une encyclique, quand sont arrivés les textes du pape parlant de l'environnement, parlant du changement climatique, parlant de la préservation de la nature. Et c'était dit avec une puissance, une force de synthèse qui forçait le respect, et tout est juste dedans. Vous soutenez ce texte ? Vraiment, c'est l'un des plus beaux textes que j'ai vus sur le sujet. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, une question toute simple. L'Europe des sciences existe. Où ça en est ? Est-ce qu'il y a encore des choses à parfaire, j'imagine ? Beaucoup de choses à parfaire sur l'Europe des sciences, mais également de grandes réalisations. D'abord, même si ce n'est pas dans l'Union européenne construction politique, il faut rappeler que le CERN, c'est la plus grande coopération scientifique. C'est le centre d'études et de recherche nucléaire, c'est bien ça ? C'est aux alentours de Genève. C'est basé à Genève, oui. Ça s'occupe de physique atomique, ça s'occupe du fond de la physique fondamentale. Et nous avons fait récemment une réunion du Conseil scientifique de la Commission européenne à cet endroit-là, qui était emblématique. Et dans son domaine, c'est leader mondial de très loin, c'est unique en son genre. Ce n'est pas dans l'Union européenne en tant que telle, mais ça a été conçu au départ aussi dans une volonté fédéraliste. Je rappellerai ensuite qu'un autre grand projet européen, auquel on ne pense pas forcément, et au top niveau mondial, c'est l'Agence spatiale européenne.
avec de très belles règles de gouvernance, avec une expertise extraordinaire, avec des grands projets, Galileo, Planck et ainsi de suite, qui se sont retrouvés à chaque fois au cœur de l'actualité, qui ont fait rêver. On en parle très peu. On en parle de très cette peu. Europe-là. On devrait, et on a Oui. beaucoup à faire en termes de communication, justement. L'Europe, c'est pas que des règles de déficit, de 3% de croissance, de bataille pour ou contre la Grèce, c'est aussi des grands projets qui ont fait rêver. Et alors maintenant, on va ajouter qu'au niveau de l'organisation des sciences, les circuits financiers, il y a un très belle institution qui est le conseil, l'ERC, le European Research Council, actuellement dirigé par un Français, Jean-Pierre Bourguignon, un mathématicien d'ailleurs, qui joue un rôle très important en octroyant des bourses uniquement basées sur le mérite à des chercheurs un peu partout en Europe, de façon très indépendante, objective. Donc l'Europe des sciences est vraiment en marche. L'Europe des à vos sciences yeux. est vraiment en marche. Tout n'est pas parfait, mais il y a déjà de belles réalisations et demain, ce sera encore mieux. L'Europe s'est dotée pour la première fois d'un conseil scientifique. J'en parle aussi parce que j'en fais partie. J'ai fait partie aussi de certaines moutures préliminaires, mais la version qui est actuellement en route, celle qui a été mise en place il y a un an peut-être ou deux, enfin tout récemment, elle fonctionne très bien. Et quand je vois aussi au point de vue administratif comment ça tourne bien, au niveau des missions, au niveau du contact avec les commissaires, au niveau de ce qui nous est confié, on a fait récemment un rapport sur la cybersécurité, on a travaillé sur décrypter la façon dont les nouvelles techniques d'organismes génétiquement modifiés viennent changer la donne en fonction des différents organismes. Et à chaque fois, on a rencontré une très grande volonté de coopération et on n'a jamais été freiné. Donc cette par Europe-là la est bien vivante. bureaucratie. Sébastien Maillard, la Croix. Vous parliez à un moment dans l'émission vous citiez Princeton, Berkeley et d'autres campus prestigieux où vous avez pu séjourner. Comment faire en sorte que l'Europe soit plus attirante aussi pour le reste du monde et faire en sorte que les chercheurs américains aient plutôt envie, eux, de venir. Emmanuel Macron a dit pendant la campagne qu'il invitait des chercheurs américains qui se sentiraient mal à l'aise sous Trump à venir. Vous pensez que ça peut vraiment les convaincre, l'Europe des sciences? Cédric Villani. C'est vrai que c'était un appel emblématique, très audacieux d'Emmanuel Macron. Si vous êtes en difficulté, censuré pour des raisons politiques dans vos recherches, nous vous accueillerons avec plaisir. Ça renouait avec une tradition française d'ailleurs. 18e siècle, vous trouvez des textes qui vous disent n'importe quel grand savant est français de cœur, ou nous l'accueillons en cas de difficulté, avec ce respect donné au savoir et à la science. Et je pense qu'ils seront attirés, les chercheurs, par la liberté qu'ils peuvent avoir, par de bonnes conditions, ça peut être de bonnes conditions en termes d'enseignement. Enseignant dans une grande université américaine, vous avez de hauts salaires, mais ce n'est pas toujours drôle non plus. Vous devez enseigner des cours qui sont parfois rébarbatifs. Comme les finances de l'université dépendent en grande partie des frais, des droits de scolarité qui sont extrêmement élevés, on fait bien comprendre qu'il faut toujours être au service des étudiants, même d'une façon qui peut parfois choquer quand on est habitué à la souplesse plus grande européenne. Donc, ce genre de conditions peut aider. Donc il pourrait venir en France. Plus de souplesse. En France, on a un cadre de vie qui est incomparable. Ouais. Si on arrive à avoir plus de souplesse et de belles conditions de décharge, de liberté, alors on ne craindra Donc les personne. portes sont ouvertes. Romain Masneau, RCF. Les États-Unis sont maintenant dirigés par un climato-sceptique. Est-ce que les adversaires de la transition écologique peuvent avoir raison des engagements pris lors de la COP21 ? Cédric Villani. Il y a toutes sortes de spéculations à propos de ce que le président des États-Unis va faire. Personne ne sait vraiment. Peut-être Ça lui-même change ne le d'un jour à sait-il pas. l'autre. Peut-être lui-même ne le sait-il pas. Oui. Et on entend parler d'ailleurs aujourd'hui, pour la première fois au Parlement américain, on a prononcé le mot impeachment qui revient de façon régulière maintenant dans la presse. Donc qui sait ce qui va se passer ? La position de Donald Trump sur le climat n'a pas du tout été éclaircie. C'était l'un des sujets qui revenait à la conférence TED à Vancouver et où on voyait aussi se dessiner certains efforts originaux, y compris du côté républicain,
pour le climat. D'habitude, un sujet démocrate, mais maintenant les Républicains s'en emparent aussi. Il y a un membre du Parlement républicain qui porte de façon très puissante actuellement un projet de solution républicaine au problème du climat en présentant les choses comme une solution où des dividendes seraient reversés à partir d'une taxe carbone. Donc ça bouge. Aux citoyens. Ça bouge. Et ce qui est clair aussi, c'est que vous avez de plus en plus de figures d'hommes politiques historiquement opposés, historiquement climato-sceptiques, qui retournent leur veste et même qui vont contacter en douce les mouvements climatiques en disant voilà, ça fait des années que je dis que voilà, mais maintenant je peux plus, je comprends que j'ai eu tort. Comment est-ce que je peux retourner mon opinion sans avoir l'air ridicule? Une dernière question de Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, le week-end dernier, le monde a connu une cyberattaque massive. Est-ce que nos pays occidentaux sont suffisamment équipés pour répondre à ça? Cédric Villani. Cybersécurité va être un sujet de plus en plus important dans les années à venir. On a eu effectivement cette attaque massive ces derniers jours. Il y a quelques mois, c'était une autre attaque massive qui avait fait parler avec des objets connectés. C'était des caméras qui s'étaient liguées pour saturer certains serveurs par des nids de service. Et nous avons en Europe toutes les ressources intellectuelles et toutes les ressources en termes de processus, en termes de techniques, de logiciels, pour faire face à cela. Ça, vous dites bien en Europe, pas seulement en France, en Europe. En Europe. Alors, l'échelon européen est le plus pertinent pour ce genre de problème, parce que vraiment, c'est quand vous prenez l'ensemble des pays européens que vous avez toutes les compétences. En Suisse, vous avez la meilleure expertise du monde en cryptographie différentielle. En Estonie, la meilleure expertise en gouvernance électronique. En Allemagne, une expérience sur logiciel ouvert qui est considérable. Aux Pays-Bas, vous avez aussi une expérience extraordinaire ici et là. France, les meilleurs sans conteste pour ce qui est de la validation automatique. Et donc, quand vous regardez comme ça la mosaïque, vous voyez que tous les talents, toutes les compétences sont là. Également, si vous élargissez un peu à des pays qui ont des liens importants avec l'Europe et que vous allez jusqu'à Israël, là, vous avez un pays qui est parmi les meilleurs du monde en cybersécurité. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Les compétences sont là. En revanche, certainement qu'il nous faut davantage de personnes formées par rapport à ça, davantage de messages, davantage d'étudiants aussi en cybersécurité. Une question brève pour une réponse brève, ça sera la dernière. Sébastien Maillard, Lacroix. On a parlé de l'Europe, on a parlé des États-Unis, mais l'Afrique. Vous avez dit, je crois, que le prochain Einstein sera africain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En un mot, Cédric Villani. Ouais, je crois par là qu'en Afrique, il y a un potentiel considérable. Dans quelques décennies, l'Afrique sera, avec l'Inde, le réservoir de la jeunesse du monde, réservoir d'étudiants, et il y a un très grand enjeu à construire dès maintenant des relations privilégiées au niveau du développement scientifique, avec la conscience qu'il y en a beaucoup de jeunes Africains avec des potentialités considérables, mais qui n'ont pas l'opportunité de faire une carrière développée. Dans le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique. Et c'est leur enjeu, c'est notre enjeu aussi. Avoir une bonne collaboration avec l'Afrique sera un enjeu important. Et je dis bien une collaboration, il ne s'agit pas juste d'être dans une démarche d'aide qui peut sembler un peu condescendante. De collaboration. Il s'agit vraiment d'une collaboration. Avec l'Afrique en matière scientifique. En matière scientifique, dans d'autres sujets aussi certainement, mais en matière scientifique, ça va être très important pour l'avenir. Très bien. Merci beaucoup à vous, Cédric Villani. Je rappelle que vous êtes mathématicien, vous êtes candidat pour le parti présidentiel La République En Marche aux élections législatives dans l'Essonne. Et avec vous, nous avons pu donc balayer un certain nombre de sujets, depuis l'Académie pontificale des sciences jusqu'à l'avenir scientifique de l'Afrique, les algorithmes et bien d'autres choses encore. Merci de votre présence. Notre invité la semaine prochaine sera à l'occasion du jeudi de l'Ascension. Nous parlerons des chrétiens d'Orient avec Monseigneur Pascal Gollnisch, le directeur de l'œuvre d'Orient. Merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux chrétiens et toutes celles qui l'ont précédée sur les sites respectifs de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Merci à vous tous de votre fidélité et à la semaine prochaine.